Aujourd'hui, tu es formateur professionnel, tu es principalement donc sur du B2B, tu accompagnes des entreprises, c'est bien ça? Tout à fait, oui, principalement. J'ai fait D'accord. du B2C, mais c'est vrai que j'ai laissé au fur et à mesure et je fais principalement du B2B. De façon relativement succincte ou par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu penses de ces deux façons d'approcher tout simplement son type de client? Ouais. Alors, dans le domaine que je connais, dans le domaine de formation, il y a un sujet qui est intéressant, je pense, hein, qui peut intéresser certains, ceux qui veulent faire de la formation, aux particuliers ou aux professionnels, ou les deux, ceux qui veulent faire sur les deux. Le tips, c'est de créer deux structures, une pour les pros, une pour les particuliers. Parce que derrière, il y a des lois, des trucs fiscaux et tout ça, comme par exemple le CESU. Hein. Le CESU, c'est uniquement si tu travailles qu'avec des particuliers. Donc déjà, il faut scinder ton activité en deux structures juridiques distinctes, sachant que tu ne peux pas avoir deux auto-entrepreneurs, deux micro-entreprises dans ton nom propre. Donc tu auras forcément une entreprise et une société ou, voilà, D'accord. au sens large. Donc ça, c'est le petit tips pour la formation, à séparer ses activités. Après, comment travailler? Bon, après, de toute façon, c'est comme tous les produits, enfin les produits, peut-être pas le bon terme, mais je veux dire, en fonction de ton client type, hein, ton avatar, comme on dit, ça va être différent. Ton approche va être différente en B2B qu'en B2C, va être peut-être plus légère, c'est peut-être pas le bon terme, en B2C, peut-être plus formelle en B2B, hein, comme on voit sur les réseaux sociaux. Où, moi, quand j'ai démarré mes premières vidéos YouTube, on essaie de faire des trucs carrés, pro, presque à la CNN, tu vois. Et ça faisait B2B, mais au final, on s'est dit non, au final, c'est pas ce que mettent en avant les réseaux sociaux, c'est plus de l'humain à humain, et du coup, c'est plus du décontracté, il n'y a pas besoin de mettre de structure trop exagérée, en tout cas. Et je pense que côté B2C, du coup, il est un peu plus relax, tout en étant pro, mais le B2B, après, peut-être qu'il faudrait scinder de B2B. Tu vois, peut-être que, tu vois, tous les deux, on a nos entreprises, nos sociétés, elles peuvent travailler ensemble, faire du B2B, mais en même temps, je ne vais pas faire la même approche avec toi qu'avec, je ne sais pas si je veux travailler pour EDF. Tu vois, il faudrait peut-être même encore découper le B2B, quoi. Et la question que je me pose souvent, c'est automatiquement, le chef d'entreprise, il va plus avoir besoin d'impacter ses équipes, d'impacter également son environnement de travail. Ouais. Et donc, à la limite, c'est même pas lui qu'il faut former. Je pense que ça doit être des enregistrements, même des montages, des mini-films qui parlent directement à l'équipe. Maintenant, c'est une question que je mets en suspens, parce que c'est vrai que c'est d'un secteur à un autre, je trouve que c'est assez vaste. Euh, le fait de dissocier, ça aide pas mal. Et d'un autre côté, en termes de travail, en termes de petits tips, je suis encore sur différents types de recherches pour vraiment faire la différence. Parce que le chef d'entreprise, est-ce qu'il a le temps déjà de regarder la vidéo? Est-ce qu'il a le temps de se former? Est-ce qu'il a le temps d'implémenter des notions ou est-ce qu'il va déléguer directement à son bras droit, à son directeur du marketing? Et ça, c'est des choses qui me passionnent de plus en plus parce que j'ai fait l'erreur également au début et je ne pense pas qu'il faille avoir un avatar spécifique dès le départ, mais c'est vrai que ça aide énormément en termes de focus et en termes d'échanges simplifiés, d'échanges travaillés et de savoir qu'on a une industrie qu'on connaît et derrière, on ne la lâche pas tant qu'on a cet épanouissement professionnel, tant Mm. qu'on a ce développement qui correspond à nos valeurs à nous et à la valeur de l'entreprise. Donc, c'est un sujet qui me passionne de plus en plus et qui m'a donc également fait arriver au point où je me retrouve sur mon petit dashboard avec plusieurs futures entreprises parce que en faisant cette différenciation d'avatar Mm. et donc de profil derrière, Ouais. moi, j'ai cette simplicité d'esprit et ça implique également ce que tu viens de dire, du coup, des structures d'entreprise avec chacun un rôle spécifique, un message spécifique et un système spécifique. Et c'est là où je pense qu'on doit être passionné par ce qu'on fait. Ouais. Ouais, Il y a sinon, tout on un, abandonne vite.
Il y a toute une réflexion qui peut vite devenir un calvaire, je pense. Ouais, c'est Non, clair. non, Et pour rebondir sur deux, trois points que tu as dit là, par exemple, moi je pensais à une cliente là, qui travaillait qui faisait des formations pour les DRH. D'accord, les directeurs de ressources humaines. Donc du coup, en fait, son industrie, bon, c'est du B2B, elle tape les grosses entreprises, mais derrière, au final, sa communication, c'est pas orienté la grosse entreprise, sa communication, elle est orientée DRH. Donc c'est vrai que à chaque fois, on parle à un humain, quoi, derrière, de toute façon. bien sûr. Et puis après, tu disais, est-ce qu'ils ont le temps de se former, etc. Et donc, c'est intéressant, ça m'a fait me rappeler, quand je travaillais pour un centre de formation, un gros centre international, ils avaient, et je trouvais ça superbe, des formations d'une journée sur un sujet assez large, mais l'idée, c'était de refaire un tour d'horizon sur le sujet, sur l'actualité, sur l'évolution, sur les différentes technologies ou les différents trucs, les différents tarifs, ou bon, ça dépend le sujet, quoi. Et en une journée, tu balayais, tu avais une vision globale du sujet. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a marché très bien. Et peut-être que maintenant, c'est même un peu plus condensé. Parce que je vois mal un PDG partir une journée entière. Enfin, bien que forcément, tout le monde se forme. Tout le monde se forme. Et en même temps, bah, derrière, que ce soit un PDG ou autre, bah, souvent quand tu es à la tête d'une entreprise ou d'un système, derrière, tu dois être accompagné, entouré des personnes qui vont maîtriser des compétences précises que toi, tu ne maîtrises pas. Donc, du coup, l'idée, c'est pas, tu vas pas te former dessus. Hein, tu vas déléguer à cette personne-là qui, elle maîtrise ça, quoi. Et toi, je pense que on doit se former pour continuer à améliorer déjà les compétences qu'on maîtrise déjà, quoi. Bien sûr. Ah, c'est vrai que le ratio entre les priorités et la nécessité de continuer de se coucher avec toujours, moi c'est ce que j'essaie de faire chaque jour de ma vie, qu'elle Mhm. soit créative ou pas, je veux avoir appris quelque chose. Donc, sur le plan Yes. professionnel, c'est mon objectif, c'est-à-dire que ce soit une bonne journée ou pas, je veux me lever avec quelque chose de plus chaque jour de ma vie. Mhm. Donc, c'est Yes. pour ces fameux directeurs qui sont des fois complètement fermés au monde du digital, de moins en moins quand même avec les années à venir. Je pense qu'il y a aussi cette notion de temps qu'ils ont également automatiquement pris en compte. Et ce que je fais, moi, c'est que je vais sur le terrain directement. C'est-à-dire que des fois, Mhm. j'aime bien m'imprégner. Le secteur de l'usine me plaît pas mal, malgré certaines problématiques. Et j'aime bien m'imprégner de l'ambiance de travail. Et quand on voit certaines ambiances de travail, et je me dis, mais comment tu veux, toi, en tant que freelance, indépendant ou même société, Ouais. euh, comment tu vas faire que tu arrives tout simplement à le, à le, à l'appâter en termes de c'est quelqu'un d'intéressant qui peut apporter un vrai changement, une vraie différence dans mon travail, malgré l'environnement qui, en général, est stressant, est extrêmement speed. Euh, comment faire la différence en termes de démarchage? Comment faire la différence en termes de cette personne-là, je veux travailler avec elle. Cette personne-là, c'est elle qui va tout simplement développer, développer certaines problématiques d'entreprise. Ouais, excellent. Ouais, ça me rappelle un truc, hein. Je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté un petit pavé de 600 pages que j'ai commencé à lire là. Et alors sur le sujet de la formation, de l'ingénierie de conception, etc. Et notamment, ils disent, c'est un rappel évident, mais c'est intéressant de le rappeler, c'est que quand tu crées une formation, ça revient à ce que tu viens de dire. Quand tu crées une formation, faut d'abord se dire qui sont les stagiaires, qui vont être les personnes, qui sont les clients, quelles sont leurs valeurs. Et un exemple qui était donné, c'est si j'ai affaire à des CRS, je dois faire une formation pour des CRS. Eux, les CRS, c'est respect de la hiérarchie, c'est discipline. Du coup, quand je vais faire ma formation, ils vont se tenir à carreau et puis ils vont peut-être pas beaucoup parler. Donc, il va falloir que je fasse plus de descendants. Alors que si je fais une formation à des CNRS, enfin à des personnes du CNRS, et ben derrière, c'est des gens qui ont plutôt l'habitude d'analyser, de chercher, d'échanger. Et donc, du coup, ma formation, je vais devoir la structurer en fonction de leurs valeurs. Donc, je vais devoir créer des échanges, des interactions, des ateliers. Tu vois, c'est deux choses complètement différentes et il faut s'adapter. Donc, je pense effectivement dans la communication, dans le démarchage, etc.,
c'est pareil, il faut retrouver justement, comme tu dis, citer l'exemple de l'usine, s'imprégner des valeurs, s'imprégner de tout ça pour mettre en place la com, le marketing, etc., quoi. La formation reste quelque chose d'indispensable et en effet, aujourd'hui, euh, c'est de plus en plus mis en avant. Toi, par rapport à ça, euh, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Comment tu te positionnes par rapport également à tes propres formations, par rapport aux différents secteurs, ta vision globale par rapport au monde de la formation d'aujourd'hui? Euh, on peut peut-être distinguer cette question en deux grands axes. La formation présentielle, dont je parlais au tout début de cet échange, où on est vraiment tous autour d'une table et là, on a un intervenant ou plusieurs intervenants qui vont tout simplement balayer l'intégralité des thématiques pour aboutir à un objectif. Ouais. Et en distinguo, la partie formation en ligne, qui est un univers qui moi, me passionne. Encore une fois, j'ai beaucoup de passion. La formation en ligne qui aujourd'hui est quelque chose de très, très intéressant, que ce soit pour le client ou pour différentes sociétés, parce qu'on a un gain de temps qui est phénoménal. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que la formation a évolué, elle continuera toujours d'évoluer. Ce qu'il faudrait bien ancrer dans la tête de ceux qui créent des formations en ligne, hein, je répète, les formations, ça évolue et ça doit continuer à évoluer. C'est-à-dire que quand tu mets en place une formation en ligne, tu ne peux pas la vendre pendant 5 ans. C'est pas bien pour tes clients. C'est pas juste. La formation, elle doit vivre. Et une formation, comme je disais juste avant, elle est adaptée à des valeurs d'une personne type, d'une entreprise, d'un secteur ou peu importe. Donc, ça doit vraiment s'adapter. Et la formation, elle évolue. Donc, effectivement, le présentiel se perd un peu, enfin, se perd. Disons que le distanciel se développe, le e-learning se développe énormément. Et ce qui est bien, parce que maintenant, on peut faire du mobile learning. Donc, pendant les transports en commun, je peux être sur mon téléphone et puis continuer ma formation. Alors, il y a différentes formations, c'est plus ou moins facile, mais effectivement, il y a un gros développement. Bah, ma position, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde se forme continuellement, mais avec plaisir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans certains métiers qui se forment rarement parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité. Même s'il y a des caisses de l'État qui proposent de le faire, des personnes qui travaillent dans le bâtiment, à quel rythme ils ont une formation, hein, une fois tous les 10 ans, une fois tous les 7 ans. Les personnes qui sont dans l'informatique, ils se forment 1 à 2 fois par an, ce qui est déjà énorme. Mais aujourd'hui, voilà, comme on disait, il faut se former beaucoup plus, quoi. Et donc, il y a un changement à prendre. Le e-learning est là, la formation à distance. Mais, encore une fois, là, c'est là où j'essaie de mettre l'accent, c'est qu'il faut construire des formations en ligne qui soient vraiment pédagogiques. Par exemple, toujours, on dit, voilà, je vais apprendre ceci à telle personne. En fait, c'est faux, que la langue française est fausse. Le verbe apprendre, c'est j'apprends. C'est mon cerveau qui apprend, qui enregistre. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un d'autre. Je peux pas te mettre dans le cerveau une information, une connaissance, un savoir-faire. Je vais t'aider à l'avoir. Je vais te faciliter. On parle parfois de facilitateur. Je vais te faciliter la tâche pour que tu puisses apprendre une notion. Et dans le e-learning, le problème, c'est que ceux qui commencent à vendre du e-learning, qui ne sont pas formateurs, ils oublient ça. Il faut une démarche pédagogique pour faciliter à ce que la personne puisse apprendre d'elle-même, quoi. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment de la qualité à développer dans le monde du e-learning parce que c'est une belle évolution de la formation, quoi. C'est le fait également de transmettre le message, comme tu l'as dit, de la bonne façon, Mmh. de la bonne manière en termes de qualité de transmission. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour toi, la formation a une durée de vie. Elle n'est pas éternelle. C'est-à-dire que pour toi, Mmh. son temps de création va forcément amener, admettons, à un an un an de vie. Ensuite, il faut l'arrêter et faire de vraies mises à jour ou complètement repartir sur des nouveautés au niveau de cette formation. Alors, c'est compliqué de la refaire totalement tous les ans. Moi, par exemple, j'ai démarré dans la formation dans le domaine de l'informatique. L'informatique, ça évolue tellement vite qu'une formation, bon, on la garde plus d'1 an. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as Office 2020, je dis n'importe quoi, Word 2020, tu crées une formation sur Word 2020. Alors, je sais pas si 2020 ça existe, hein, maintenant ils ont arrêté, mais tu fais ta formation Word 2020, tu vas la vendre 1 an. Au bout d'1 an, tu dis, bon, il y a eu des mises à jour. Donc, ce serait bien de mettre à jour ta formation. Et au bout de 5 ans,
bah, ta version de Word, elle est obsolète. Donc, soit tu peux la dégager, soit il y en a qui vont être obligés d'utiliser ça pour une question de compatibilité, qui vont à un moment donné en avoir besoin. Mais derrière, il faut que tu fasses une nouvelle formation Word, une nouvelle version, et ainsi de suite. Tout ça pour dire que je pense qu'au bout d'un an, tu peux faire juste des petites mises à jour. Tu peux faire des petites mises à jour régulières sans avoir à tout refaire. D'ailleurs, c'est un constat que j'ai fait. Maintenant, ce que je propose, c'est un audit express, j'appelle ça audit express, c'est-à-dire de faire un point sur ta formation, voir les éléments qu'on peut améliorer sans avoir à tout refaire. Tu es en mode 80-20. Quels sont les éléments les plus impactants que tu pourrais modifier, mettre à jour pour redonner un petit coup de peps, mais aussi qu'elle soit plus pédagogique, etc. quoi. Non, je comprends. Je comprends. Et moi aussi, je pense que tout refaire, c'est une erreur, sauf s'il y a vraiment une disruption du marché ou une disruption de cette technologie, de cette méthode. Euh, je pense que c'est plus simple de se concentrer sur une formation qui va déboucher sur des modules bien spécifiques. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu attendre avant de lancer la mienne parce que je me suis dit, je veux faire différemment. Euh, Là, sur 2023, ça fait plus de 2 ans que je la prépare. Et en fait, je n'ai pas été pressé devant cette formation parce que il y a quelque chose qui me dit, OK, moi, j'ai rien à prouver, j'ai beaucoup à apprendre, j'ai rien à prouver. Et j'ai mis 2 ans à créer le modèle de formation. Et en fait, il s'avère que euh, je ne veux pas faire juste une formation, je veux faire comme un espace où tout simplement on peut se former en physique avec tout un tas de différentes méthodes qui sont rattachées à de la formation spécifique sur une thématique, de l'accompagnement personnalisé à différentes horaires, que ce soit en bureau ou en ligne, de manière à vraiment reprendre l'intégralité des problèmes que les sociétés ont, que ce soit sur un aspect technique, que ce soit sur un aspect de conseil. Et j'ai dit 2 ans, mais je crois que je suis entre 2 et 4 ans pour avoir trouvé ce modèle. Euh, et je sais que dans le nord de la France, il y a un concept qui est apparu comme ça, où en fait, tout simplement, ce sont des gros locaux où Xavier Niel aussi a fait et est en train de faire sur Paris quelque chose de similaire, où en fait, la formation, elle doit être développée sur tout un tas d'axes pour vraiment répondre à la problématique que moi j'ai ressentie sur les années, qui est toujours la même. On a beau comprendre notre méthode et la maîtriser, est-ce que la personne qui nous écoute ou qui est en face de nous, elle le comprend? Et si elle le comprend, est-ce qu'elle arrive à l'appliquer? Et donc, on est dans cette fameuse personnalisation en permanence ou accompagnement personnalisé, accompagnement adapté, mais le taux de réussite et le taux de lecture également de ces différentes formations reste encore assez faible. Qu'est-ce que tu pourrais toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, c'est intéressant. Justement, hier, j'étais avec une cliente et on parlait un peu de ça, de plus ou moins loin. Et sur la fin, quand tu dis comment la personne, comment on peut s'assurer au final, je reformule, comment on peut s'assurer que la personne comprenne et derrière qu'elle réussisse à appliquer, à utiliser. Tu vois, il y a deux choses différentes. Et effectivement, dans l'ingénierie pédagogique, il y a deux notions importantes. Il y a deux notions, c'est que déjà, on différencie les savoirs et les savoir-faire. Le savoir-faire, je vais passer les trucs barbants. Bon, là, ce qu'on veut, c'est un savoir-faire, que notre client ait ce nouveau savoir-faire et qu'il l'utilise et qu'il soit épanoui et qu'il ait ses résultats. Mais pour ça, comme tu dis, donc déjà, il faut qu'il comprenne et derrière, qu'il sache l'utiliser. En fait, tu vois, c'est des niveaux de maîtrise différents. En fait, tu as différents niveaux de maîtrise. C'est un peu comme la pyramide de Maslow, l'apprentissage. Au début, dans l'apprentissage, tu vas avoir la mémorisation. Je vais mémoriser, je ne sais pas, la procédure à suivre. Et après, il va falloir que je l'applique. Ça, c'est autre chose. Je peux très bien connaître je peux très bien connaître la procédure. Et au final, tu me donnes un truc et puis je suis incapable de le faire. Et donc, quand tu fais ta formation, tu penses à ces différents niveaux de maîtrise. Et il y a des techniques
utiliser avec différentes méthodes, peu importe, qui vont te permettre justement d'abord, tu te concentres sur le fait qu'ils comprennent. Tu mets des activités, des exercices qui font en sorte que tu valides qu'ils comprennent. Pour ensuite pouvoir te pencher sur le côté, il faut qu'il applique, il faut que tu valides qu'il ait réussi à appliquer. Tu vois, voilà, tout ça, ça se réfléchit, c'est la conception pédagogique, ça se réfléchit, ça se met sur papier et ça peut se mettre en pratique de différentes façons. Hein. C'est un grand classique. Mais du coup, quand tu n'es pas formateur, que tu mets en place ta formation, effectivement, déjà, toi, tu te poses la question. Je trouve ça super parce que tout le monde ne se pose pas la question. Ou il se pose la question après. C'est-à-dire, il y en a, ils délivrent la formation. C'était le cas de ma cliente. Ils délivrent la formation. Après, ils disent, je ne comprends pas, j'ai 10% qui arrivent réellement à l'utiliser dans leur activité. Et puis, il y a 20-30% qui voudraient qu'ils n'y arrivent pas. Et puis, les autres, ils s'en foutent. C'était juste pour le plaisir. Et comment augmenter ce taux? Et donc, effectivement, après, il faut voir ce qu'on vient d'évoquer.